Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné de lecture, d'écriture. Et je pense à un monsieur qu'on ne présente plus aujourd'hui en 2025. Donc nous disons bonsoir à monsieur Serge Tali, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonsoir. Merci de l'invitation. Sois le bienvenu sur le plateau de Zouk TV. Merci à toi. Alors, comme d'habitude, nous allons parler lecture, écriture. Nous allons explorer des horizons, je dirais, divers et variés. Donc, surtout que cet après-midi, nous n'allons pas seulement voir un seul ouvrage, mais nous verrons deux ouvrages avec M. Tali. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, des deux derniers petits que j'ai commis, deux livres que j'ai commis qui sont extrêmement différents, puisqu'il y a un qui est un recueil de journaux, de textes politiques, disons, qui est plus politique, et l'autre qui est un roman de science-fiction. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, même si de plus en plus les gens me disent, mais même le roman de science-fiction, il est politique, parce que tu ne peux pas ne pas en faire, donc ça te colle à la peau, voilà. Donc, dans tout, on a de la politique, alors. Oui. Tous les actes de la vie débouchent sur la politique, puisque c'est la politique qui régit la vie de la cité. Donc, en quelque part, on est pris, quoi. Ah, tout à fait. On est pris. Alors, lequel tu vas nous présenter en premier? Je parle de celui-là. Césaire, la lettre. Ouais. La fameuse lettre. La lettre avec Thorez. C'est ça. Donc, c'est la lettre à Maurice Thorez qui est très connue. Hein. Il y avait des livres, qu'est-ce qu'il peut dire de nouveau sur la lettre? Moi, je dis rien de nouveau. Je rappelle qu'en 2007, il y a eu un colloque international en Martinique où il y a eu des grands penseurs, des politiciens, des artistes, des écrivains, enfin des poètes. Il y a eu plein de gens qui ont fait des interventions au cours de ce colloque. Je crois qu'il y a des actes du colloque aussi qui ont été faits. Donc moi, je ne fais rien de ce genre. Je publie la lettre et je publie les réactions de tous les journaux qui existaient à la Martinique en 1956 et en 1957, puisque la lettre est publiée en octobre 1956. Juste pour info, il y en avait 9. J'ai repéré 9 journaux différents. 9 journaux? Ah, c'est... Mais ce n'est pas comme maintenant, quoi. Oui, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques titres pour ces 9 journaux? Oui, donc il y avait déjà Justice, le journal à l'époque de la Fédération communiste et qui est toujours là et qui est le journal du Parti communiste martiniquais. Il y avait Le Populaire, qui était le journal des socialistes, à l'époque section française de l'Internationale ouvrière. Il y avait également Le Sportif, comme son nom l'indique, qui était un journal des sports, mais qui parlait également de politique et d'économie de M. Ferriès-Elisabeth. Il y avait La Petite Patrie. Alors là, pour simplifier, pour que les gens comprennent, disons que La Petite Patrie, c'était, disons, les pro Pétain, c'était un journal presque pétainiste, en tout cas ceux qui relevaient de l'extrême droite locale, je le dis avec beaucoup de précautions. Il y avait les nouvelles des Antillais de la Guyane, il y avait Le Courrier, il y avait l'information, j'ai peut-être oublié un ou deux, mais bon, il y avait 9 journaux. Et l'intérêt, c'est que c'était des journaux de tendances politiques différentes. Oui. Donc, c'est intéressant de voir comment les communistes ont réagi à la démission de Césaire, comment les socialistes ont réagi, comment l'extrême droite a réagi, comment la droite a réagi. C'est un petit peu comme ça que je les fais. Je dis, bon, s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui veulent étudier ça de près, eh bien, je leur évite d'aller fouiller dans les archives. J'ai fait le job. J'avais des coupures de journaux qui m'ont été transmises par mon beau-père, je mets des guillemets, Camille Dancière, parce que c'est le beau-père de mon épouse. Et puis j'ai complété en faisant des recherches aux archives territoriales où j'ai eu un très très bon accueil. Et donc je crois que j'ai fait le plein de tous les articles entre octobre 1956 et septembre 1957. Justement, durant cette période, est-ce qu'il y a un journal qui se distingue par son tirage ou bien c'est à peu près équivalent? La question de tirage, je pense que comme ça, hein, mais je pense que c'est Justice. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est après la guerre, les communistes
ont eu un rôle fondamental dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Français, comme ça, juste entre parenthèses, parce que les gens disent comment les communistes, oui, les communistes. Après la guerre, en 1946 ou 1947, on fait un sondage en France. On fait un sondage, on faisait déjà des sondages, on fait un sondage et on dit quel est le pays qui nous a le plus aidé, nous Français, à gagner la guerre. Presque 57%, je crois, des Français répondent l'URSS. Et 25% disent les Américains, parce que pour les gens, ils sont bien sûrs que c'est l'URSS et les communistes qui ont permis ça. Et quand on refait le même sondage en 2015, c'est 80% les Américains et 20%, comme quoi, enfin je prends là un spécialiste, l'histoire se raconte comme on veut. Et donc je disais, donc en Martinique, beaucoup de communes étaient communistes. Pas le Vauclin, je crois. Mais, pas le Vauclin. Mais Basse-Pointe, Macouba, Morne-Rouge, Lamentin, Fort-de-France, Saint-Esprit. Et dans les autres communes, il y avait beaucoup d'électeurs communistes. Oui. Il y avait beaucoup. Ils ne gagnaient pas, mais bon, au François, il y avait beaucoup d'électeurs communistes. Au Gaumont, je me souviens, il y avait un nombre conséquent, à Trinité aussi, à Sainte-Marie aussi. Donc, globalement, l'électorat était plus communiste. Et comme c'était des gens très engagés, ils étaient disciplinés et donc ils achetaient, je ne sais pas s'ils lisaient, mais au moins ils achetaient Justice et je pense que Justice c'était le plus gros tirage. L'information n'était pas mal non plus, mais bon, dans un autre genre. Et puis les socialistes devaient bien s'en sortir avec le populaire. Mais il n'y avait pas de télé, n'oubliez pas, il n'y avait pas de télé, la radio, bon, c'était pas grand-chose, quoi. Oui, c'était le moyen de s'informer, le premier moyen. Et on m'a même dit que des gens pouvaient... Il y avait qui ne savaient pas lire, et celui qui savait lire, il lisait pour les autres. C'était... D'accord. Alors, quelles sont justement, suite à cette lettre à Maurice Thorez, quelle est la réaction en Martinique des journaux? La réaction, globalement, presque, sauf les communistes, Césaire, c'est un traître, un félon, un renégat, parce qu'à l'époque, le Parti communiste ne reconnaît pas la démission. Tu entres au Parti communiste et puis tu meurs au Parti communiste. Bon, le droit à la démission a dû venir dans les années 1970, un peu après 1970 au Parti communiste français, c'est dire que ça a attendu. Donc c'est un félon, donc dans Justice, c'est un félon, c'est un traître. Et pour les autres, enfin, il a compris, y compris dans La Paix, que je n'avais pas cité, qui est le journal des catholiques de l'archevêque Henri Varin de la Brunelière. Et tout le monde dit bravo Césaire, on a sauvé notre Césaire, parce que tout le monde est fier de Césaire, parce que c'est déjà un grand écrivain. Mais on se dit, mais il se laisse dévergonder par les communistes. Et là, tout le monde est content. La preuve, c'est qu'il y aura des élections en février 1957. Et il fait une razzia, quoi. Il fait une razzia. Les communistes ne font même pas 1000 voix à Fort-de-France, quand lui, il en fait 17 000 passés. C'est ça, là. Et donc, mais évidemment, chacun dit bravo Césaire avec son arrière-pensée. Les socialistes n'ont qu'un truc en tête, bravo Césaire, viens avec nous. Voilà. Certains politiques de droite vont dire bravo Césaire, ils iront avec Césaire. Et puis, quand Césaire va créer le Parti progressiste en 1958, dès son premier congrès, la deuxième réunion, il y en a qui vont glisser, comme Feu Émile Maurice, le président du Conseil général, il va dire « Ah bon, c'est ça, ou M. Marianne », ils vont glisser. Mais au premier abord, ils étaient contents que Césaire ait laissé les communistes. C'est ça la grosse réaction, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est la réaction des journaux. Mais est-ce qu'on a des réactions, des retours des citoyens? Bon, même si tu as dit... Il y a eu des élections, les élections montrent quand même que Césaire avait la population avec lui. Je n'ai pas bien compris ce passage, mais bon, il paraît que quand il démissionne, les communistes disent, bon, on va te faire un comité d'accueil quand tu vas débarquer au port, puisque c'était par bateau, mais en fait, il y a eu bien un comité d'accueil, mais pour dire bravo Césaire, veillez à Césaire, etc. Et tout, c'est pas du tout transformé, c'est pas ce que les communistes, les dirigeants communistes avaient prévu. Donc, réaction de la foule, oui, la foule était heureuse. Moi, j'étais trop petit, bon, j'avais 6 ans, donc c'est compliqué, je peux pas. mais je me souviens quand même qu'en 1958, donc 2 années après, au moment de la création du Parti progressiste,
il y avait un enthousiasme. D'ailleurs, je le sais parce que mon père était au premier comité régional du PPM, donc je le sais. Bon, c'était l'enthousiasme. Quand ces gens-là venaient chez moi, ils faisaient des réunions, je voyais bien qu'il y avait un mouvement. D'ailleurs, le Gros-Monde était la deuxième commune progressiste. Le maire du Gros-Monde, c'était Aristide Mauger, membre fondateur du Parti progressiste et beau-frère d'Aimé Césaire. Donc, il y avait, oui, la population, beaucoup de gens suivaient. D'ailleurs, il y en a qui disaient, pour qui c'est Fort Francis qui a arrêté, pourquoi il ne va pas aller de l'autre côté? Par exemple, les gens de Basse-Pointe devaient être très contents. Non, c'est un moment clé. Et encore, maintenant, je me dis, les communistes ont peut-être fait une erreur. Parce que Césaire, dans un premier temps, n'a jamais dit qu'il n'est pas communiste. Il y a même un texte où il dit « Je n'ai pas laissé la classe ouvrière, etc. » Je n'ai pas... Et c'est parce que le truc dont je parlais, il n'y a pas de démission. Il a dit « Je démissionne du Parti communiste français », mais il n'a jamais dit que je démissionne de la Fédération communiste de la Martinique. Je ne sais pas si... Puisque c'est une partie, donc il démissionne en France, mais il ne démissionne pas en Martinique. Mais les communistes n'ont pas accepté ça. Donc il a dit « Bon, ben, on nous rebat 4 là et ils ont rebattu les 4, d'où les élections. Peut-être ils ont pensé que si tu quittes la France, donc tu nous quittes aussi. Donc voilà. Ils n'ont pas fait le distinguo. Oui, alors qu'ils étaient déjà d'accord sur un certain nombre de choses, comme créer un nouveau parti, comme refuser l'assimilation, puisqu'on était département que depuis 1946, ça fait 10 ans, ils avaient déjà travaillé pour dire, bon, on refuse ça. Et on demande l'autogestion, etc., etc. Ils étaient d'accord entre les communistes et Césaire. Donc il y a eu... il y a eu un loupé de l'histoire. Ouais, je pense qu'il y a eu un loupé. Bon, tant mieux pour le PPM. Sinon, il n'y aurait pas eu de PPM. Voilà. Mais ça, c'est ma lecture. Hein. Oui, il y a c'est pas la peine de me lyncher, qu'on ne me lynche pas parce que j'ai dit ça. D'accord. Voilà. Et la conclusion, c'est qu'on aura un parti communiste et un parti progressiste. Depuis le parti communiste d'abord en 57 septembre 22 septembre 1957 et le parti progressiste le 22 mars 1958. Voilà. Le parti communiste, c'est en 57? Oui, c'est en septembre 57. Oui, c'est ça, à fort de feu. J'espère là. 21-22 septembre, c'est le 12e conférence fédérale. Donc c'est qui est transformé en congrès constitutif du Parti communiste. Ah oui, comme tu dis, il aurait pu avoir quelque chose, l'histoire aurait pu donner d'autres événements. Oui, tout à fait. Il aurait pu avoir quelque chose, mais bon, ça s'est pas fait comme ça. Bon, il fallait que ce soit différemment. Mais oui, donc, tu es bien placé pour savoir qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Il y en a qui réécrivent, mais ça, ils ont un nom. Mais bon, ça s'appelle des révisionnistes. Oui, tout à fait. D'accord. Et y aura-t-il un mot, je ne sais pas, il y a, toi qui es une des mémoires de l'époque, est-ce qu'il y aura un moment où on va enterrer l'âge de guerre entre Césaire, les communistes ou même césaristes communistes? L'âge de guerre, je ne sais même pas si elle n'a pas été enterrée plusieurs fois et déterrée. Puisque, je ne sais pas, moi je me souviens 1983, les premières élections régionales en 1983, après le résultat des élections, socialistes, communistes et progressistes ont géré la première région de Martinique. Césaire était le premier président. Le Parti progressiste, je le sais puisque j'étais sur la liste, n'avait que 12 élus. Et il fallait bien 20 pour pouvoir, 20 ou 19, 20 pour pouvoir diriger la région, ou 21, je ne sais plus le chiffre. Mais en tout cas, les 3 partis ont dû se mettre ensemble pour avoir une majorité. Comme quoi, Donc l'âge de guerre était déterré. Moi, je me souviens, j'ai fait des campagnes électorales dans le nord de la Martinique pour supporter X ou Y. C'était pas au nom du parti de X ou Y. En plus, à l'époque, j'étais dans aucun parti. C'était parce que les socialistes, les communistes et les progressistes étaient d'accord pour ce candidat-là. Je pense, je ne sais pas, moi, Siméon Salpêtrier, qui était à la Fédération socialiste, j'ai fait campagne pour lui, mais parce qu'il était le candidat de la gauche, point. On ne se posait pas cette question-là. Donc, il n'y avait pas de hache de guerre. On a fait des élections municipales au Gros-Monde qu'on n'a pas gagnées. Il y avait le docteur Gervais, il y avait Danny Blamèble et il y avait Ménil qui était communiste. Bon, ils étaient en tête de... C'est eux qui menaient la liste, quoi. C'est tout. Donc, l'âge de guerre...
De temps en temps. C'est la politique. C'est la politique, la le nature frère humaine. d'aujourd'hui, on le retrouve à diriger avec moi à la CTM ou à la région, alors que la veille, on était ennemis. Il suffit qu'à 1h du matin, on signe un contrat et on se retrouve à diriger le pays ensemble. Mais bon. La difficulté de maintenant, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, donc la moindre petite parole est enregistrée et on nous la ressort peut-être 20, 30 ans plus tard. Ça, c'est bien sûr. Ça, on entend ça tous les jours maintenant. Par rapport, pour revenir sur la lettre à Maurice Thorez, est-ce qu'on a un retour de Thorez? Est-ce qu'on sait comment Thorez il perçoit la chose? Thorez, globalement, bon, je n'ai pas étudié Thorez, mais je sais qu'il a dit, bon, pourquoi il a dit ça? C'est-à-dire, mais il était chez moi il n'y a pas longtemps, il ne m'a jamais parlé de ça, on a parlé poésie et tout. Voilà. Globalement, c'est une des réponses de Thorez. Pour dire que... En fait, Maurice Thorez, je pense qu'il n'a pas su gérer ses airs. Parce que Maurice Thorez, on ne le sait peut-être pas, il a été à 30 ans secrétaire du Parti communiste. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était à Moscou. Il est parti parce que Staline avait dit, bon les gars, il faut déserter, vous n'allez pas vous battre. Surtout que la Russie avait signé le pacte de non-agression avec l'Allemagne. Donc il était à Moscou. Donc tout le temps à Moscou, il a vécu à côté de Staline, quoi. Il voyait comment Staline faisait, donc il s'est formaté comme ça, donc c'est tout. Mais sinon, je n'en sais pas plus. Je n'ai pas étudié assez Thorez pour avoir une plus longue opinion. Ok. Et est-ce qu'à un moment ou un autre, il y a eu des regrets de Césaire Ça, je ne sais pas. Cette lettre-là? Non, les enfants, je l'ai rencontré, je n'ai pas eu cette impression-là. Bon, et pourtant, je sais de lui, il n'aimait pas trop la politique, en fait. Il en faisait parce que, je répète, la politique, c'est faire pour les autres. Donc ça, dans ce sens-là, il faisait, mais les arrière-cours, les trucs, c'était pas son... D'accord. Oh, il y a beaucoup de personnes comme ça qui... Ouais, c'était pas son truc. D'accord. Alors, quel est l'autre ouvrage que tu as en surprise pour nous? Ah oui, l'autre ouvrage. Alors ça, on m'aurait dit ça, je n'aurais pas cru. Ça s'appelle Les Guerriers du Temps. Ça s'appelle Les Guerriers du Temps. Et c'est un roman de science. C'est mon premier roman. C'est mon 4e livre, mais c'est mon premier roman. Et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de faire un roman de science-fiction. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, quand on pense Serge Tali, on ne pense pas au roman de science-fiction. Ah non, là, c'est vrai. Et pourtant, j'ai été, parce que ça fait quelque temps que j'en lis plus, j'étais un gros consommateur de science-fiction. Je lisais Isaac Asimov, je lisais Philippe K. Dick, je lisais Lovecraft, je lisais plein d'auteurs de science-fiction. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, enfin, peut-être avant, après, j'adorais ça. Et puis bon, et puis peut-être que j'ai voulu dire des choses. Je me suis dit, le dire dans le futur, si je dis au présent, il faudra donner des exemples vrais. Il ne faut pas inventer. Cette façon de... Je suis peut-être trop pragmatique, trop réaliste. Inventer, c'est bien, mais j'aime rester collé à la réalité. J'aime rester collé à la réalité. Donc peut-être qu'inconsciemment, en allant dans le futur, j'ai dit ce que j'avais à dire, en fait. Parce que je me rends compte que le monde dans lequel on vit en 2129, je parle aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique, partout, c'est le monde actuel multiplié par 10 de façon négative, quoi. C'est-à-dire il y a plus de pollution, il y a plus de morts, il y a plus de destruction, il y a plus de sargasses, il y a plus de plastique sur la mer. C'est toujours juste si les bateaux peuvent passer, quoi, c'est tout. Mais et au milieu de ce monde noir, sombre, atroce, dystopique, pour parler avec des gros mots, il y a un havre de paix, de sérénité, d'amour, de tolérance qui est la Caraïbe. Voilà, c'est tout. C'est magnifique. Et donc, je dénonce les travers actuels, et puis je dis, mais si on était resté dans notre petite Caraïbe, métissée, gentille, entre nous, avec les originaires d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de la Caraïbe elle-même, peut-être qu'on serait beaucoup plus heureux sans les autres pays, quoi. De Cuba à Trinidad, je ne parle pas de la Martinique. Et alors, comme c'est un roman de science-fiction, tu parles d'avenir, tu as parlé environnement, toutes ces choses-là, mais je ne t'ai pas entendu parler technologie. Oh
Oh là, Comment? bonne question, excellente question. Oui, là aussi, je me suis laissé aller. Quoi. Je me suis laissé aller. Je ne sais pas de quoi je parle de vélo-vire. Les vélos-vire, c'est des vélos qui vont sur un coussin d'air à 600 km/h. Bon, la Caraïbe est sous un superdome, comme la série américaine Under the Dome, sauf que c'est toute la Caraïbe qui est sur un superdome. Donc les gars de l'extérieur essaient d'entrer, ils balancent des missiles et tout, et il y a des drones furtifs pratiquement invisibles par l'homme qui arrivent à intercepter. Il faut avoir une hyper technologie pour avoir des drones invisibles. Quoi. Bon. Il y a des autoroutes sous-marines, il y a... Enfin bon, c'est le paradis. Quoi. Et on a une Caraïbe autosuffisante, autonome. Autonome, autosuffisante, particulièrement démocratique, parce qu'à la fin, bon, je ne vais pas donner la fin, mais à la fin, il y a une réunion pour prendre une décision. C'est 1000 délégués, je n'ai pas dit 1000 politiques, c'est 1000 délégués d'associations, de villages, de trucs, de machins, qui se retrouvent sur une île qui a été faite pour ça, entre une île artificielle créée spécialement pour des grandes manifestations entre le bas de Hispaniola et Porto Rico, donc au bas de la République dominicaine et de Porto Rico. Et pour prendre la décision, il faudra un consensus. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, tous les 1000 soient d'accord. Donc ça prend du temps. Eh bien, c'est leur système de fonctionnement. Il n'y a pas de monsieur machin à décider. La majorité, bon, il y en a 4 qui sont d'accord, 3 qui ne sont pas d'accord, donc on fait non. Ça ne marche pas comme ça. C'est encore plus dur que l'Europe, là. Oui, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu sur le système du Parlement européen, sur le consensus. Mais là, c'est sur 1000 personnes. 1000 personnes. Ouais. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que ils ont une éducation. Ils ne sont pas arrivés là comme ça. Parce que l'élément important, pourquoi ça s'appelle les guerriers du temps, c'est parce que les guerriers du temps changent l'histoire. C'est-à-dire les guerriers du temps ont la capacité technologique de remonter dans le temps, ce qui paraît-il impossible. Peut-être qu'à ce moment-là, ce sera possible. De remonter le temps et à partir de là, de changer l'histoire. Imagine, ils remontent dans l'histoire et ils vont en Hispaniola, juste au moment où les Espagnols s'apprêtent à tuer Anacaona. Et la princesse Taino, Taino. Et bien, on ne la tue pas. On ne tue pas Anacaona parce que les Espagnols, ils se prennent une raclée, quoi, c'est tout. Les Caraïbes, ils ne sont pas tués ni à Saint-Jacques, enfin, ce qui est devenu Saint-Jacques, ni au Lorrain, parce que les guerriers du temps arrivent et disent aux Français, bon, vous retournez chez vous et vous dites à votre roi que la Caraïbe, c'est pas fait pour vous, vous restez en Europe et vous ne nous embêtez plus. Et donc, ceux qui sont là, c'est-à-dire, il y a déjà des Africains, il y a déjà des Arabes, des morts. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est historique. Il y avait des morts qui étaient en Martinique avant 1635. Il y avait des Africains en Martinique avant 1635. Bon, l'histoire officielle française fait que l'histoire de la Martinique commence en 1635, mais avant, il y avait plein de monde. Hein. Il y avait plein de monde avant. Et il y a un livre que les Français n'aiment pas trop, qui est écrit par l'anonyme de Carpentras, qui a vécu en 1618 en Martinique pendant 19 mois, entre 17 et 19 mois. Et il raconte comment il vivait. Eh bien, il n'y avait pas que des Caraïbes. Il n'y avait pas que des Caraïbes. Et donc, ces gens-là, eh bien, ils étaient déjà métissés à cette époque-là. Et quand les Français arrivent en 1635, la société est moyennement métissée. Il n'y a pas que des Caraïbes qui ont tué les Arawaks pour prendre leurs femmes. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Parce que moi, ma théorie, et je ne suis pas le seul à dire ça, c'est que si les Arawaks et les femmes ne parlaient pas exactement le même langage que les hommes, c'est que les hommes voyageaient beaucoup. C'était des grands navigateurs, donc il y a des camarades qui ont une association, Carisco, je crois, c'est ça, les mecs qui descendaient à Saint-Vincent, et quand ils restaient, ils ne descendaient pas pour remonter le week-end d'après, ils restaient 2-3 mois, donc il y avait des échanges de vocabulaire, et quand ils faisaient la même chose avec la Dominique, donc comme les hommes bougeaient beaucoup, ils avaient des mots que les femmes n'avaient pas. Donc effectivement, les autres, quand ils sont arrivés, ils ont dit, tiens, les femmes, elles ne parlent pas comme les hommes, mais pourquoi c'est ça? Ah, certainement parce qu'ils ont tué, bon, ils ont inventé une histoire. Et connaît le problème de l'histoire, c'est toujours le gagnant, c'est toujours le chasseur qui écrit l'histoire et le lion, il ne raconte jamais. Eh ben oui, il n'est pas là pour en parler. Le lion ne raconte jamais l'histoire parce qu'il a été tué. D'accord. Voilà, et c'est ça les guerriers du temps. Les guerriers du temps, c'est
un tas de choses que j'aurais aimé qui se passent. Bon, les gens s'aiment, les gens chantent, les gens inventent des danses, les gens font du sport, les gens lisent, les gens... C'est complètement utopique, je sais, mais c'est le bonheur. Mais la décision de savoir si on partage notre bonheur avec ceux de l'extérieur. C'est la question. Parce que si on ne partage pas avec l'extérieur, l'extérieur va disparaître. L'extérieur va vouloir nous attaquer, mais comme on est très puissant technologiquement, je dis nous, oui. C'est pas sûr qu'ils arrivent à entrer. Donc ils vont crever. Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on les laisse crever ou est-ce qu'on leur donne un petit peu de ce que nous on sait? Je me rends compte que c'est un petit peu philosophique. Oui. Puisque, que tu dois partager ce que tu sais avec l'autre, voilà. De toute façon, même dans tout roman, il y a un peu de philosophie. Oui, ça pourrait être même presque un programme politique. Merci, monsieur Okollier, mais j'ai passé l'âge des programmes politiques. On passe jamais là. On peut en discuter, tu en auras peut-être besoin. Non, mais c'est que dans le sens où c'est... tu parlais d'utopie, et l'année que tu as choisie, souvent on a des programmes ou des idées, la Martinique de demain, la France à une époque c'était la France des années 2000, on est en 2025. Là, donc 2030. 2030, après ça sera 2050, 2100. C'est 2129. 2129. Je sais pas, mais 2129. Je voulais que ce soit assez loin. Ah d'accord, je pensais que tu avais un truc avec ces numéros là. Non, je voulais que ce soit assez loin de 2024. Parce que j'ai écrit ça en 2024. Oui, mais on peut justement se poser la question, les actions que nous posons aujourd'hui, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Tu as parlé de l'environnement qui est pollué. L'environnement n'est pas pollué comme ça par magie, c'est parce que c'est la conséquence de plusieurs années, plusieurs décennies. La situation est désespérée. L'effondrement climatique, on en parle, a provoqué des sécheresses sans précédent. Les nappes phréatiques ne sont plus qu'un doux souvenir. Elles sont à sec, définitivement. Des pesticides en tout genre, atrazine, glyphosate, méthomyl, mélathion et tant d'autres ont contaminé toutes les rivières. Tous dangereux, tous mortels ou responsables de multiples formes de cancer, de leucémie, de malformations congénitales ou de troubles de la reproduction. Et les terres agricoles, jadis fertiles, sont pour beaucoup devenues arides, etc. C'est assez triste comme ça, c'est chez les autres. Comment ils mangent? Ils mangent. Le rationnement de l'eau potable est courant dans les rares zones organisées. Mais il y a des endroits où les gens riches ont créé des camps où on n'a pas. Et eux, ils font leur... Il y a quand même des millionnaires, des milliardaires, des gens. Oui. C'est le gros de la troupe qui crève. Mais qui crèvent tous les jours. Les bidonvilles se multiplient, avec eux la faim devient une force qui pousse des milliers, voire des millions de personnes à tenter de quitter les zones urbaines en quête de terres encore viables. On assiste à une espèce d'exode rural à l'envers. Maintenant, on laisse... C'est un exode urbain, ça doit s'appeler, je ne sais pas. Le monde est divisé, morcelé en zones de guerre et en territoire anarchique, sans terre, sans dirigeants, sans gouvernement. Il y a une copine qui m'a dit, quand j'ai lu tous ces trucs-là, j'ai arrêté au bout de 15 pages, puis j'ai dû lui dire, mais non, après ça devient très beau, ne t'inquiète pas. Donc elle a lu après. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous achetez mon livre, ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas, Le bonheur vient. Après la pluie, c'est soleil. D'accord. Oui. Il y a... Chaque saison en son temps, donc l'hiver ne dure pas éternellement. Mais bon, l'imagination, c'est quand tu me dis ça, je me rends compte, l'imagination, c'est quelque chose. Par exemple, ça ferait plaisir à plein de gens de Fort-de-France, les déplacements intra-urbains sont toujours fluides et respectueux de l'environnement grâce à des structures modernes reliant les différents quartiers, notamment les ponts inter-îles. Les familles utilisent des véhicules électroniques autonomes ou des aéroglisseurs solaires, parfois des vélos et des monorails qui connectent les secteurs pour les voyages courts. Sinon, les voyages longs, il y a d'autres, etc. Ça nous empêcherait plus d'avoir nos embouteillages habituels. Oui, ça changerait. Même les personnes hors Fort-de-France, ça oui, comme moi. Mais non, c'est que je me suis dit, tiens, ça
J'imagine que tu n'as pas encore pensé à l'adaptation cinématographique. Si Netflix m'appelle, il n'y a pas de problème. Ils adaptent comme ils veulent. Non, je n'ai pas fait ça. J'écris, les gens me disent, on va dire là, j'écris plus pour m'amuser qu'autre chose. Des idées me viennent. Je suis en train de travailler sur plusieurs trucs. Je dois aller peut-être cette semaine certainement aux archives chercher des documents sur l'OJAM, Organisation de la jeunesse autonomisme artistique. Ça, c'est mon côté strict, sérieux, qui avait envie d'être historien et tout. Et puis à côté de ça, je me dis, mais pourquoi toujours faire des trucs aussi secs comme Césaire ou comme l'OJAM? J'ai des petites filles, elles ont 3 ans et 6 ans, dont une, c'est de 6 ans, elle est curieuse de tout. Et elle me dit toujours, papy, mais pourquoi il y a pas pourquoi? Et je me dis, mais pourquoi je n'écrivrais pas un truc pour elle, pour les deux, et donc pour d'autres enfants. Donc écrire le plus simplement possible. Ce que je viens de raconter sur les Caraïbes, pourquoi ne pas raconter ça à des enfants? Alors évidemment, les maîtresses et les maîtres ne seraient pas très contents parce que sur leur livre, ce n'est pas ça qui est écrit, mais bon, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à... Parce que moi, je peux citer mes sources. Je peux citer mes sources. Quand je dis l'anonyme de Carpentras, personne n'a dit que c'est un faux. Quoi. Ça date de 1618. Oui, effectivement. Après, comme tu dis... Il faut apprendre ça à nos enfants, c'est tout. C'est quand il n'y a pas de source que c'est problématique, mais s'il y a des sources, après, on peut contester. Et mais même quand il y a des sources, je ne sais pas, je prends Sidney Dané qui fait un gros volume d'histoire de la Martinique en 3 volumes, il dit un truc et 3 pages après, il dit le contraire. Parce que quand il dit qu'on a exterminé les Caraïbes tel jour, et puis quelques temps après, les Caraïbes font tel truc, c'est un problème. Je ne comprends pas. La généralisation en français, ça a un sens. Oui, c'est ça. Ça a un sens. Mais si on a exterminé tout le monde, il n'y a personne. Bon, maintenant, s'ils ne savent pas ça, je n'y peux rien. Peut-être tu voulais dire on a examiné un bon nombre. Mais oui, mais c'est sûr qu'on en a tué. On en a tué. Mais bon, quand on les extermine, soi-disant en 1658 et avant aussi, on les avait exterminés avant. Dernier site, je ne sais plus quelle date, 37 ou je ne sais plus, 1637. Et que le père là-bas va rendre visite à un village caraïbe au Robert à Pointe-la-Rose en 1698, il y a un problème. C'est tout. On va me dire, ouais, mais ils n'étaient pas nombreux. Si, ils étaient là. Ils étaient là. Et le père là-bas, il prend plus de 50 pages pour raconter comment il vivait. Ou l'un ment, ou l'autre ment. Je ne connais ni M. Dané, ni M. là-bas. Donc, on aime souvent dire que la réalité est un peu entre les deux. Certainement. Après, tout est une question de perception, d'émotion, de... Bon. Je disais, que l'histoire du lion et du chasseur, le chasseur raconte qu'il a tué le lion d'une balle entre les yeux. Mais peut-être que le lion aurait raconté que quand il a bondi vers le chasseur qui est parti en courant, le fusil est tombé et le coup est parti. C'est pas le chasseur qui a tiré, c'est pas tout à fait la même histoire. C'est pas tout à fait la même histoire. Effectivement. Voilà. Mais bon, mais comme c'est le chasseur qui raconte, aucun lion ne viendra dire que c'est un menteur. Donc et c'est triste, parce que nous, on rentre dans ceux qui viennent après, il y en a qui croient tout. Et il paraît qu'on vient en 2025 avec les réseaux sociaux, on peut dire n'importe quoi. Oui. Et le lendemain, il y a un certain nombre de personnes qui croient que c'est vrai. Oui. Il y a même des gens qui croient que la Terre est plate. Alors, donc, et c'est des millions. Oui, il y en a des toujours. Millions. Après, hier, c'était une date spéciale, c'est la date où on aime faire des blagues. Ah oui. 1er avril. Et il y a quelqu'un qui disait, en blaguant, mais il y a de la vérité, il disait que c'est le seul jour de l'année où les gens s'interrogent et vérifient les informations. Vérifient l'information. C'est le seul jour. Et donc, sur le coup, c'est qu'est-ce qu'il raconte? Effectivement, puisque d'habitude, les gens, ils envoient. Personne n'a dit, oh, mais c'est faux, ils envoient. Et puis là, aujourd'hui, ah non, est-ce que c'est vrai, poisson d'avril, etc. Ouais, tout à fait. Alors que peut-être c'est l'attitude qu'il faudrait avoir toute l'année. Voilà. Décrétons tous les jours 1er avril. C'est vrai, ça fait une gymnastique intellectuelle pour certains, se dire, tiens, qui est l'émetteur? Est-ce que analyser, par exemple, il y a des gens qui disent, ah ben tiens, cette information est remplie de fautes d'orthographe. Je doute qu'un journal sérieux ait envoyé ça. Alors que peut-être d'habitude, là, les gens n'auraient pas fait attention aux fautes d'orthographe. Tout à fait. Donc, à nous de bien utiliser les choses. Ben, bon.
Après, c'est plus facile de croire sans vérifier, puisque ça demande des efforts, ça demande notre travail. Est-ce que on peut envisager une suite aux Guerriers du Temps? Je ne sais pas. Pour l'instant, si on me demande à Serge Tali, là, comme ça, non. J'ai rien dans la tête. Maintenant, Serge Tali, dans 3 mois, il se réveille un matin, il dit ah, mais tiens, et puis ça part comme ça. Bon, mais là, non, j'ai d'autres trucs que j'ai envie de finir. Là, j'ai publié 2 en même temps, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Comme je disais à mon épouse, si j'en fais d'autres, je vais les faire, et puis on va les faire tous les 3 mois ou tous les 4 mois, et que si entre-temps, je laisse ce monde, ils seront faits, et tu pourras les publier tranquillement. Et tout, voilà. Mais est-ce qu'il y aura une suite aux Guerriers du Temps? Je ne sais pas. Il y a des gens qui annoncent des trilogies, des trucs, des machins. On a dit, yo fort, mais bon, je suis, comme on disait quand on était petit, on s'en choquait, c'est tout, je suis pas... Justement, comme tu as 2 ouvrages qui sont sortis en même temps, oui, le même jour. Est-ce qu'il y a un qui a... Au départ, moi j'avais dit, bon, comme les Guerriers du Temps, c'est plus jeune, ça va booster. Donc j'avais commandé davantage que les Césaire. J'ai dû déjà recommander des Césaire. Ah bon? Oui, il y a des fautes marketing, j'étais surpris. Bon, mais bon, c'est pas grave, hein. Je ne me plains pas. Ça ne veut pas dire que les Guerriers du Temps, ça ne fonctionne pas. Mais oui, comme je sais qu'on entend, on regarde Zouk TV en France, puisqu'avec les réseaux et tout, depuis 2 ou 3 jours, on peut les avoir en France, partout en France, n'importe où vous êtes en France ou en Suisse, là, parce que je suis dans une maison, ça s'appelle thebookedition.com. THEB2OK édition.com. Et on peut aller dans n'importe quelle librairie, enfin, dans plus de 1200 librairies en France, donc peut-être pas toutes, et dire j'ai moi des livres de Serge Tali. La personne va sur son ordi, dit ah oui, c'est possible, on fait la commande et 3 jours après, The Book Edition imprime le livre pour la personne. Donc si la personne veut un livre, on imprime un livre. Si la personne veut 50 livres, je ne sais pas s'il y a une association d'antillais, ils ont 2000 antillais à Paris qui veulent du livre, ils commandent à The Book Edition 2000 livres, on leur fera un prix en plus. Je veux dire que je n'ai pas à faire un paquet envoyé en France ou à chercher une maison d'édition qui va prendre, ça coûte que 15 €, qui va prendre 14,50 € et qui va me donner 50 centimes. Non, je n'ai pas ça. Ils achètent à thebookedition.com et c'est en ligne sur The Book depuis 3 jours. Et mon premier était déjà également sur The Book Edition, Timilat. Donc, j'en ai 3 sur thebookedition.com. C'est le principe de l'impression à la demande. Impression à la demande. D'accord. Voilà. Donc, il dit, je veux 2 livres, Les Guerriers du Temps. Je veux un Césaire, un Les Guerriers du Temps. D'accord. Et 4 jours après, vous repassez dans votre librairie préférée à Lons-le-Saunier, à Grenoble, à Marseille, à Nîmes, à Carcassonne, là où vous êtes, et à Évry, à Créteil, et vous avez votre livre. D'accord. Bon, je pense qu'en Martinique, ce n'est pas la peine. Hein. Il y a les supermarchés, les hypermarchés. Il y a Cultura d'abord, et puis il y a les hypermarchés aussi, parce que j'ai un distributeur dans les grandes surfaces. Et puis, la Guadeloupe, il faut peut-être commander, parce que j'avais essayé la Guadeloupe avec Timilat, mais comme je n'avais pas les moyens d'aller faire la promotion dans les radios et télé en Guadeloupe, donc ça a très moyennement marché. Et puis... il y aura aussi un travail à faire avec nos voisins anglophones ou de la Caraïbe. Il faudra le traduire. Si un jour quelqu'un veut. Voilà une bonne idée. Je n'avais pas pensé. Je vais demander à mon fils s'il ne veut pas essayer de traduire pour moi. Voilà. D'accord. Parce que mon fils aîné, il est bilingue. Donc, d'accord. Mais il n'a jamais fait ça. Mais voir avec un spécialiste. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Au passage, justement, est-ce qu'il y a une langue dans... il est malin. Il y a toutes les langues. Toutes les langues. Parce qu'il y avait des Français, déjà. Il y avait des Français, il y avait des Anglais, il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais, il y avait des Caraïbes, il y avait des Taïnos, des Kalinagos, il y a toutes ces langues-là. Et puis la technologie fait que, on leur met un truc là, et puis la traduction simultanée, c'est automatique. Parce que la traduction simultanée, ce n'est pas une invention.
j'ai ma tablette. Ma tablette est dans mon sac. J'ai une application. Je peux parler à plus de 150 personnes dans le monde, même si je ne parle pas leur langue. Je dis bonjour monsieur, je voudrais acheter du pain et tout. J'appuie sur un bouton et puis ça donne en japonais, en chinois, en russe et tout. Donc, imaginez qu'on met l'application directement quelque part sur la tête ou derrière l'oreille. Existe. Donc, oui, il y a toutes les langues. Oui, tout le monde parle à peu près toutes les langues. Et puis oui, ceux qui ne parlent pas toutes les langues, ils ont des dispositifs qui permettent de comprendre les autres. D'accord. Donc il n'y a pas une langue qui s'est imposée pour chasser les autres. Il n'y a pas de domination. C'est vraiment le consensus. Voilà, c'est ça. C'est le consensus. D'accord. Ok, ben c'est magnifique cette utopie. J'allais dire cette Martinique, cette Caraïbe de mai de 2129. 2129. C'est pas dans trop loin, nous sommes en 2025. Non, je ne serai pas là, monsieur Okoye, je te remercie. J'espère que je ne serai pas là. Bon. Ou je serai réincarné, mais ça c'est un autre problème. Peut-être l'objet d'un autre livre. Ça faisait partie des choses que j'aimais à l'époque. Je lisais beaucoup de science-fiction, je lisais beaucoup de paranormal. Allez, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu viens nous présenter les choses et puis je te donne déjà les idées pour la suite. Donc, allez, travaille. je ne réclame aucun droit d'auteur, je donne les idées et puis tu transformes. J'aime bien sur une idée sur les films, on met sur une idée d'un tel. C'est très bien. Ben, merci beaucoup, monsieur Tali. C'est vraiment un plaisir. On parle de sujets sérieux, mais quand même en gardant un certain humour. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Même quand j'étais un chef d'établissement, mes profs me disaient, on ne comprend rien. Comment vous pouvez être aussi sérieux dans votre boulot et vous ne le dites pas sérieux. C'est pas que je ne le dis pas sérieusement, mais je ne prends pas une attitude pour dire, bon, mettez aux autres là. Ça ne m'empêche pas de rigoler, quoi. Enfin, l'espérance de vie, ça ne dépasse pas 85 ans. Donc, et je ne suis pas loin, donc je ne vais pas me mettre à me prendre pour ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'un parmi des milliards. D'accord. Et on te souhaite de dépasser l'espérance de vie et de monter, d'être centenaire. Mais non, je te remercie. Si je suis capable de venir à la télé à 95 ans, encore expliquer ce que je fais et faire des choses, dans ce ciment-là, ça n'a aucun intérêt. Si je fais encore, oui, je veux bien, mais il faut que je fasse des choses. D'accord. Personne ne me donnera cette garantie. On verra. Mais en tout cas, merci monsieur Tali. C'était avec grand plaisir. Moi aussi. Plaisir de lire. Non, plaisir de lire. Donc, les gens, ce genre d'émission, c'est intéressant. Lisez. C'est pas toujours évident. Mais reprenez l'habitude de lire. Et ce que Loïc Okoye fait, c'est bien. C'est bien. Lisez. Vous n'êtes pas obligé de lire Serge Tali. Hein? C'est pas une pub pour moi, c'est une pub pour la lecture. C'est tout. Parce que c'est bien. Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des choses. Et puis maintenant, avec l'histoire de l'auto-édition, il y a plein de choses qui vont passer à côté parce que les maisons d'édition se prennent pour le nombril du monde. Les plus grosses comme les plus petites, hein, parce que j'ai le droit de dire « Oh, Okoye, ton truc, c'est pas bon, je ne vais pas publier. » Excuse-moi, mais c'est un manque de respect fondamental. Mais je comprends qu'ils ne puissent pas publier tout. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas publiables, mais bon, l'auto-édition, c'est excellent, c'est très bien. Et n'en déplaise aux grands écrivains locaux qui pensent que c'est pas bon. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Et si vous aussi, vous voulez venir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire, nous présenter un coup de cœur, voire même deux, comme aujourd'hui, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher à l'écran. Le voici, savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Merci à nouveau, monsieur Tali. Merci. Et puis, nous vous disons à très bientôt.